Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le chef de l'État a parrainé aujourd'hui l'ouverture de la 12e réunion du comité directeur et du 8e colloque international du FIGE. Et dans l'actualité internationale, Partygate, Boris Johnson obtient la confiance des députés conservateurs. Bonjour à tous. Le 8e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées et la 12e réunion du comité directeur connu dans son acronyme du FIGE se sont ouverts ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Avec une thématique sur la gouvernance et performance publique, il sera question des moyens de renforcer les missions des institutions supérieures de contrôle contribuant à la bonne gouvernance afin d'améliorer la performance des organisations publiques. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et l'inspecteur général de la République et secrétaire exécutif du FIGE Hassan Issa Sultan. Ces assises de 3 jours serviront de laboratoire d'idées sur des problématiques qui porteront sur les évolutions et caractéristiques de la gouvernance, les différentes valeurs et outils de pilotage de la performance ainsi que le partage et analyse des bonnes pratiques mais aussi la corrélation entre la lutte contre la corruption et la performance seront abordées à travers la prévention et la mise en œuvre des investigations avec des exemples concrets. En d'autres termes, le FIGE a pour mission d'adapter les institutions publiques à un environnement en constante mutation afin de poursuivre leur cheminement vers la modernité et la performance pour espérer atteindre les objectifs désignés. Ce colloque de grande envergure a réuni les hauts cadres des institutions de 7 pays membres du comité directeur du FIGE, dont notamment la Mauritanie, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Angola, Madagascar et bien sûr Djibouti, les membres du gouvernement, le haut du panier de l'administration ainsi que des représentants des pays de l'Association des autorités anticorruption de l'Afrique de l'Est, des représentants d'autres partenaires du FIGE, notamment l'Office européen de lutte antifraude, le OLAF, de la Commission européenne et de l'Université de la Sorbonne, ainsi que des experts internationaux. Ces échanges sont nécessaires. L'inspection générale d'État représente un enjeu central en matière de bonne gouvernance, d'administration et de transparence des organismes publics. Écoutons à présent les interventions de l'inspecteur général et du secrétaire exécutif du FIGE. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais commencer mes propos en vous remerciant d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence aujourd'hui pour le lancement des travaux de la 12e réunion et du 8e colloque international. Notre organisation a consacré ces 6 années d'existence à la consolidation de ses organes, à l'élargissement de son réseau et au renforcement de ses capacités d'action pour l'atteinte de ses objectifs. Aujourd'hui, elle compte 26 institutions membres ici de 20 pays. Par ailleurs, le FIGE s'est doté d'un institut dédié à la formation des auditeurs et des institutions membres afin d'avoir une indépendance sur le plan du cursus et du curriculum et se démarquer des institutions de formation classiques. Cet institut dénommé IFIGE se distingue par la qualité de ses formations et l'expérience indéniable des formateurs issus de divers horizons et spécialisés particulièrement en audit du secteur public. Enfin, le FIGE a développé des partenariats stratégiques avec l'Office européen de lutte antifraude et la Direction générale du développement de coopération DEVCO. D'ailleurs, c'est grâce à l'intermédiaire du FIGE que plusieurs institutions membres ont conclu des arrangements administratifs avec l'OLAF. Ces arrangements permettent à l'OLAF de solliciter l'assistance de l'inspection générale d'État concernée lorsque l'OLAF enquête sur une suspicion de fraude sur l'utilisation des fonds européens dans un pays. À l'ordre du jour de cette 12e réunion du comité directeur, qui démarrera après la cérémonie d'ouverture, plusieurs points importants seront à l'ordre du jour. L'examen et l'approbation des rapports d'activité et des comptes financiers des années 2021, la préparation de la 10e réunion du groupe pilote,
et la préparation des travaux de la 8e Assemblée générale du FIGE et du 9e colloque international. Nos travaux se poursuivront mercredi et jeudi avec les assises du 8e colloque qui aura pour thème « Gouvernance et performance publique ». Depuis la création de notre organisation, nous avons fait le choix d'associer, chaque fois que possible, les réunions statutaires du FIGE avec l'organisation d'un colloque international regroupant des invités de divers horizons et d'experts pour discuter d'un sujet d'actualité en phase avec les objectifs et missions de notre organisation et de nos institutions membres. Et dans son discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie, le président de la République a indiqué que le Forum des inspecteurs généraux d'État est une organisation panafricaine créée à Djibouti avec l'appui du gouvernement de la République de Djibouti qui avait pour ambition de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative et prospective en matière de gestion publique. On écoute le numéro 1 djiboutien. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir pour moi d'être avec vous en cette circonstance solennelle de l'ouverture des travaux de la 12e réunion du comité directeur et du 8e colloque international du Forum des inspecteurs généraux d'État d'Afrique et institutions assimilées. À cet égard, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos hôtes distingués, inspecteurs généraux des différents pays membres du comité directeur du FIGE et des représentants des autres institutions présentes à Djibouti pour participer à ces travaux. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir ici, à Djibouti, à la veille du 45e anniversaire de notre indépendance, un moment charnière de l'histoire de notre République. Mesdames et messieurs, le Forum des inspecteurs généraux d'État est une organisation panafricaine créée à Djibouti en 2006 avec l'appui du gouvernement de la République de Djibouti et qui avait pour ambition de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative et prospective en matière de gestion publique. Aujourd'hui, 16 ans après sa création, le FIGE a atteint ses ambitions et cela constitue pour nous une source de fierté puisque son siège est à Djibouti et l'inspecteur général de l'État de Djibouti assure la fonction de secrétaire exécutif. Mesdames et messieurs, j'ai voulu être présent à vos côtés ce matin à la cérémonie d'ouverture de vos travaux, car vous avez retenu pour ce 8e colloque international le thème de gouvernance et performance publique auquel je suis particulièrement attaché. La gouvernance et la performance publique sont au cœur des préoccupations de mon gouvernement, car la bonne gouvernance permet d'avoir une administration et des services publics désormais performantes, capables de servir efficacement les citoyens. Le gouvernement de la République de Djibouti s'est attaché depuis plusieurs années à moderniser son administration et ses services publics, à renforcer tant la gouvernance de nos institutions que leur fonctionnement pour une plus grande efficacité au service des citoyens. Mais bien sûr, beaucoup reste à faire pour améliorer sans cesse notre secteur public. La généralisation des principes de bonne gouvernance permet de surmonter ces nombreux défis en évitant tout abus ou dérive. Parmi les principes de gouvernance, nous pouvons citer l'état de droit, la transparence, l'accès à l'information, la bonne gestion financière, la responsabilité, l'efficacité, l'efficience et la réactivité. Un des principes fondamentaux de la bonne gouvernance est la responsabilité qui demeure un gage de sécurité
et de redevabilité des dirigeants de l'administration et des organisations publiques. Rendre compte est essentiel pour l'évaluation des actions posées et l'efficacité de la gestion financière des deniers publics. Rendre compte garantit la bonne utilisation des ressources publiques et l'atteinte des objectifs de développement. C'est pourquoi le principe de responsabilité reste une priorité dans la gestion des affaires publiques. Les différentes administrations et entreprises publiques seront soumises à une évaluation plus régulière de leurs performances. Chaque responsable public devra avoir à l'esprit qu'il assumera pleinement les conséquences chaque fois que des actes de mauvaise gestion, d'abus ou de fraude ressortiront des missions de contrôle et d'inspection. Et le chef de l'État a poursuivi son allocution en indiquant que notre administration doit être plus performante et intégrer les principes d'efficacité et d'efficience dans sa gestion. Une administration efficiente dépasse la simple capacité à atteindre des résultats en mettant en balance les moyens utilisés. Réécoutons le président Guelleh. Mesdames et messieurs, avec les bouleversements économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires que connaît notre planète, il est devenu plus qu'urgent de s'approprier les défis auxquels nos populations font face. Il faudra donc trouver les meilleurs moyens pour anticiper les difficultés à venir afin de mieux préparer l'administration et les institutions étatiques à s'acquitter convenablement de leur mission au service des citoyens. Par conséquent, notre administration doit être plus performante et intégrer les principes d'efficacité et d'efficience dans sa gestion. Une administration efficiente dépasse la simple capacité à atteindre des résultats en mettant en balance les moyens utilisés. Elle correspond à une optimisation de ces moyens au regard des résultats à atteindre. Cette logique n'est traditionnellement pas celle d'une structure comme l'administration centrale qui doit remplir une mission coûte que coûte, mais davantage celle d'une entreprise privée, dont le but est d'exercer une activité économiquement rentable. C'est pour cela que toutes nos entreprises publiques doivent mettre en place ces principes d'efficacité et d'efficience en négociant au plus tôt avec l'État des contrats de performance, avec des objectifs et des critères clairs, comme cela a été énoncé dans la vision 2035. Mesdames et messieurs, la mission de l'Inspection générale d'État est au cœur de toutes les orientations que je viens de citer, car elle a pour mission de promouvoir la bonne gouvernance et le renforcement de la performance de la gestion publique. Depuis sa création, l'Inspection générale d'État de Djibouti a entrepris des missions d'audit, de contrôle et de conseil qui ont eu un impact significatif dans la modernisation de l'État et nous continuerons à prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore plus son indépendance et ses moyens d'action pour accroître ses résultats. Mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, la performance et la probité des acteurs publics se révèlent comme des facteurs essentiels de développement. Votre mission contribue fortement au développement de nos pays respectifs, en luttant contre les pratiques illicites, la corruption, mais aussi en favorisant une culture de performance et de transparence. Vous contribuerez à une grande efficacité de l'utilisation des ressources publiques. Vous êtes la vigie de l'action du gouvernement et de la puissance publique. Votre mission est difficile, mais elle est nécessaire. Nous comptons donc sur votre professionnalisme et votre engagement. Je déclare donc ouverte
les travaux de la 12e réunion du comité directeur et du 8e colloque international du FIGE et vous souhaite plein succès. Je vous remercie. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe a pu également recueillir les réactions ou les impressions des participants. Il s'agit vraiment d'un thème très important au niveau vraiment de ce comité de directeurs pour essayer de revoir quelles sont les stratégies que nous pouvons avoir, surtout au sujet de la bonne gouvernance et de la performance dans nos administrations et dans nos entités publiques. Mais il ne faut pas l'oublier que nous sommes là en tant qu'Inspection générale d'État pour promouvoir la bonne gouvernance et aussi pour s'assurer du renforcement et de l'évaluation des performances dans les administrations publiques et dans les entités publiques. Parce qu'une gestion, une bonne gouvernance peut nous assurer une certaine efficience dans l'accès aux services qu'attendent les populations. Mais les nouveaux objectifs, c'est essayer toujours de rendre un peu plus transparent, que la responsabilité soit engagée de ceux qui gèrent l'administration et les finances de l'État et qu'ils puissent rendre compte efficacement de manière à ce que tout ce qui a été géré, tous les fonds que vous avez pu gérer puissent être transparents, que la transparence puisse être à l'honneur pour essayer un peu de rendre les services plus efficients au bénéfice de nos populations. Dans l'actualité également, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, a eu lieu donc hier au Djibouti Palace Kempinski un forum sur le capital humain des cadres djiboutiens issus des départements concernés par la thématique, des représentants de la société civile, du secteur privé, de l'université de Djibouti et nombre de jeunes intéressés par le sujet ont pris part à ce colloque d'importance capitale quant à l'avenir de la jeunesse du pays. Ce forum de haut niveau conjointement organisé par le gouvernement et la Banque mondiale permettra d'échanger sur l'importance du renforcement de capital humain à Djibouti en investissant dans la jeunesse pour bâtir un avenir meilleur. Trois éléments fondamentaux mis ensemble forment le capital humain. Il s'agit de l'acquisition des compétences, des expériences et des savoirs probants. Ce forum est l'occasion également d'échanger sur les réalisations et les nouveaux défis auxquels la République de Djibouti fait face pour construire la société de demain, le Djibouti du futur. Inscrit dans la vision 2035, le développement du capital humain constitue une priorité pour le gouvernement de Djibouti qui, pour accroître l'équité et accélérer aussi la croissance économique du pays, intensifie l'investissement sur la population. Keiko Miwa, directrice régionale pour le développement humain Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque mondiale, s'est réjouie d'avoir participé à ce forum. Le projet sur le capital humain est un effort mondial visant à accélérer les investissements dans les personnes pour une plus grande équité et une bonne base de croissance économique. À ce jour, 83 pays de tous les niveaux de revenus travaillent avec le groupe de la Banque mondiale sur des approches stratégiques pour améliorer le capital humain. Djibouti a été l'un des premiers pays à rejoindre le projet de capital humain. Des pays à haut revenu comme le Japon, Singapour sont également membres du projet car ils reconnaissent l'importance d'investissements soutenus dans le capital humain pour l'avenir du travail. Cette réunion du haut niveau démontrait davantage cet engagement ferme du gouvernement en faveur du capital humain dans un esprit de collaboration et de coopération. Cette rencontre nous offre l'occasion de réfléchir sur les priorités, de promouvoir l'importance d'agir ensemble et de convenir sur un agenda précis et multisectoriel.
Écoutons à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou. Organisée sous le thème « Investir dans la jeunesse de Djibouti pour bâtir un avenir meilleur », cette deuxième édition du Forum national sur le capital humain cadre bien avec les ambitions qui sont les nôtres et qui visent à faire sortir progressivement les Djiboutiens de la pauvreté, de renforcer les capacités productives de tout un chacun et d'accroître la compétitivité de notre économie. Ce contexte que nous traversons n'est pas sans intérêt, après avoir essuyé une crise sanitaire sans précédent qui a freiné toutes les activités économiques, fermé les écoles, mis à mal notre système sanitaire, augmenté le chômage et la perte d'emploi. Il nous offre toutefois l'occasion de changer le paradigme et de passer en revue nos politiques, de nos stratégies spécifiques dans différents secteurs pour une meilleure résilience. L'un des objectifs de ce forum est également de dégager des pistes de réflexion pour créer des conditions favorables au renforcement du capital humain et de proposer un plan d'action conjoint entre les différents secteurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, outre sa position géostratégique, Djibouti n'a de richesse que sa population, ses femmes et ses hommes. Nous nous devons de les exploiter au mieux. Le capital humain recouvre l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique. Les politiques relatives à la famille, l'aide sociale, la santé ont une influence déterminante dans l'acquisition du capital humain. L'éducation n'en reste pas moins le pivot de la formation du capital humain qui le place au cœur des analyses du capital humain. Par éducation, bien sûr, nous entendons la formation initiale, mais la notion du capital humain peut s'étendre également aux apprentissages et à la formation continue. Cette définition du concept du capital humain montre clairement son caractère multidimensionnel. Ainsi, investir sur le capital humain est gage d'une réussite économique et sociale. C'est pourquoi tous les pays s'accordent à donner une place prépondérante à l'investissement du capital humain dans leur politique de développement économique et social. Pour Djibouti, selon sa vision 2035, la consolidation du capital humain tient dans le 4e pilier du plan national de développement Djibouti ici et est transversal. Ainsi, dans toutes les politiques ou stratégies sectorielles, on retrouve la notion de capital humain et une prise en compte budgétaire. Et enfin, clôturant la série d'interventions, le Premier ministre, qui a parrainé donc cette journée, s'est réjoui de sa participation à cette importante rencontre. On l'écoute. Ce forum de haut niveau, conjointement organisé par le gouvernement et la Banque mondiale, permettra, comme déjà cité par les précédents intervenants, d'échanger sur l'importance de renforcer le capital humain à Djibouti et en investissant dans la jeunesse pour bâtir un avenir meilleur. 3 éléments fondamentaux mis ensemble forment le capital humain. Il s'agit de l'acquisition des compétences, l'acquisition des expériences et des savoirs probants. Pour notre part, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a placé, dès son accession à la magistrature suprême, l'investissement dans le capital humain au cœur de sa politique et de sa stratégie de développement pour Djibouti sur le long terme. À cet égard, nous avons priorisé et consenti, malgré nos ressources limitées, beaucoup d'efforts et de moyens dans des secteurs clés comme le système éducatif, en développant les infrastructures nécessaires pour favoriser la scolarisation pour tous, avec un focus particulier sur celle des jeunes filles dans les régions reculées, en fournissant un enseignement de qualité à travers un meilleur recrutement des enseignants, la production d'outils pédagogiques adaptés à notre pays, en développant et diversifiant l'offre de l'enseignement supérieur. D'abord, le secteur de la santé a été également renforcé, notamment en construisant des infrastructures sanitaires
en nombre et en qualité, en introduisant l'assurance maladie universelle, diversifiant également l'offre et la qualité des soins. L'accès à l'emploi est plus que jamais soutenu en développement des offres de formation diversifiées et en adéquation avec le marché du travail. Notre ambition se situe désormais au-delà de nos capacités portuaires. L'accumulation judicieuse du capital humain permettrait en effet des gains de productivité favorables à la croissance et à l'emploi. Enfin, afin de ne pas laisser personne sur le bord de la route, je cite le chef de l'État, et plus particulièrement nos populations les plus vulnérables, des programmes, des filets de sécurité sociaux novateurs sont développés par le ministère de la Solidarité, comme l'accès aux soins à travers le programme PASS, l'autonomisation des ménages, les pratiques sociales essentielles et le programme de transfert monétaire, pour ne citer que cela. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier à la primature le nouveau maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed. La visite de courtoisie du nouveau maire à la primature s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les hautes autorités de l'administration de l'État. La visite de marque, donc le visiteur de marque, a fait une brève présentation des membres de son cabinet auprès du Premier ministre. Et après les mots de bienvenue, le Premier ministre et le maire de la ville ont convenu l'organisation d'une rencontre entre les établissements publics et la mairie de Djibouti pour une meilleure coordination de la gestion de la ville. Le Premier ministre a exhorté le maire et sa délégation de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités auprès du peuple djiboutien. De son côté, le maire de Djibouti a remercié le Premier ministre pour son accueil et la rencontre a vu la participation des présidents des communes, de la commune de Boulaos et de Balbala et de Razdika également, des élus locaux, de la directrice de la communication de la primature ainsi que des proches collaborateurs du maire. Le président de la Banque africaine de développement, la BAD, a visité l'une des sous-stations d'interconnexion de Djibouti distribuant l'électricité importée de l'Éthiopie voisine. À son arrivée, donc, il a été accueilli par le directeur général de la direction de l'électricité de Djibouti, Diama Ali Guélé, et son staff. Il a eu donc une visite guidée. Le directeur de l'EDD a de long en large expliqué le fonctionnement de tout le système. La Banque africaine de développement a investi 60 millions de dollars dans la première interconnexion électrique avec l'Éthiopie pour transmettre un total de 320 mégawatts. Djibouti a approché la banque donc pour un investissement similaire afin de distribuer une ligne supplémentaire de 320 mégawatts de Semera en Éthiopie vers Nagad à Djibouti sur une distance de 192 km. Dans l'actualité également, la ville blanche Tadjoura donc a eu l'honneur d'organiser un événement haut en couleur, une première dans l'histoire de la santé djiboutienne, celui du lancement du symposium de la santé. Et c'est sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, donc Ahmed Absiye, que le lancement du symposium de la santé a eu lieu ce matin dans la région de Tadjoura. Un événement donc grandiose pour les professionnels de la santé ainsi que pour toute autre personne venue en masse donc pour honorer de leur présence cette journée hautement symbolique. Ce symposium de la santé va sans doute permettre d'évaluer les réalisations et perspectives de la santé, de discuter sur les voies et moyens pour créer une plateforme susceptible de renforcer et de doter notre pays d'un système de santé fort et équitable. Décidé au plus haut sommet de l'État, ce symposium de la santé constitue un terrain propice d'échanges inclusifs et de débats constructifs afin de doter notre pays d'un système de santé fort, résilient et équitable à l'horizon 2030. L'objectif général de ce symposium de la santé est de mettre en place des plateformes susceptibles d'organiser des consultations publiques à travers les ateliers thématiques dans le but d'identifier les réformes sanitaires nécessaires, de donner la parole à la société civile, les locales, les chefs coutumiers ainsi que des religieux afin que ces derniers puissent exprimer leurs doléances et soulever les problématiques relatives à la santé pour atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. Lancé à travers tout le pays, ce symposium permettra, selon les experts, de conduire une analyse approfondie du système de santé de Djibouti sur des objectifs d'atteinte de la couverture sanitaire universelle.
Et par la suite, le ministre de la Santé, accompagné de la secrétaire d'État aux investissements et développement du secteur privé, donc, se sont rendus au centre médico-hospitalier de la région d'Obok pour assister donc à la réception d'un important lot donc, de médicaments et autres produits pharmaceutiques qui sont destinés à toutes les structures de santé publiques de la région de Hayou. À leur arrivée, les ministres ont été accueillis donc par le médecin-chef du centre, Abdelkader Mohamed, ainsi que par le personnel du CMH et les hauts responsables de la région. Le ministre de la Santé a effectué donc cette importante commande de médicaments et de produits pharmaceutiques de qualité et en quantité suffisante pour constituer donc un stock stratégique répondant aux besoins prévisionnels de l'ensemble des structures sanitaires. Le ministre a rappelé donc les priorités de son département pour assurer l'approvisionnement et la disponibilité des médicaments à tout moment et en tout lieu. Il a également indiqué que les prochaines commandes sont lancées dès à présent afin d'anticiper donc des problèmes logistiques et éviter les pénuries de médicaments. S'exprime et puisse dire exactement là où vraiment il faut mettre l'accent sur l'amélioration de la santé au niveau de la région de Boko. Et ce travail sera continu jusqu'à 4 jours. Le préfet de la ville, en l'occurrence, donc, a souligné l'importance de la tenue d'un tel événement qui reflète donc la décision publique qui se veut d'organiser, de créer une plateforme d'échange avec la société civile et bien sûr pour aller à une amélioration du réforme sanitaire et par conséquent atteindre la vision sanitaire à l'horizon 2030. On l'écoute. En premier lieu, le ministre de la Santé qui a organisé cet événement, associer les régions déjà dans le souci de la santé, c'est une chose. D'habitude, on organisait cet événement à Djibouti, mais il a souhaité décentraliser, faire ça dans chaque région. C'est une nouveauté et je les remercie sincèrement parce que déplacer tous ces gens-là vers Djibouti, c'était difficile pour nous. Le fait qu'on nous associe dans les priorités de la santé et qu'on puisse avoir les informations, les échanges que vous allez avoir durant ces 4 jours. Le plus important, c'est qu'il y ait des échanges constructifs pour que la santé, où elle est, il faut qu'on évolue. Certainement jusqu'à 2030. Aujourd'hui, on est 2022, ça va évoluer chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'année prochaine, ainsi de suite. Donc, c'est pas à pas qu'on peut avancer. Dans ce sens, on aimerait avoir la contribution de tout le monde et l'intention de tout le monde. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, le ministre est là et la ministre aussi pour lancer les symposiums, mais les discussions doivent continuer et nous demandons votre sérieux par rapport à ça. De son côté, la ministre de l'Investissement, Safia Mohamed Ali Gadile, a mis en exergue des efforts constants mis en place par le gouvernement djiboutien pour protéger au mieux la population djiboutienne dans toutes ses composantes et sur l'ensemble du territoire national. Elle a fini donc par remercier les autorités régionales et chefs coutumiers et religieux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du lancement de cette journée. Fidèle donc à son franc-parler, le médecin-chef de la région de Tadjoura, de la région de Bok, a expliqué l'importance que revêt cette initiative pour un écosystème sanitaire plus inclusif. Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, a dans son intervention rappelé que le système de santé de Djibouti a évolué à tous les niveaux et ce depuis les années 99. Il a ensuite remercié le président de la République pour son soutien indéfectible à l'organisation de ce symposium. Il faut, a-t-il indiqué, donc les déterminants de la santé en substance pour créer un système de santé inclusif, fort et équitable. On écoute le ministre. Changer. Le monde n'est pas le même. Chaque année qui passe, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. La maladie change. Les maladies, de façon générale, changent. Et surtout, depuis l'avènement du Covid-19 et depuis l'avènement du réchauffement climatique, le ministère de la Santé ou bien Djibouti fait face à de nouvelles maladies.
Et donc, notre système de santé doit s'adapter à ce nouveau changement. Pour avoir un système de santé fort, résilient, mais également un système de santé qui est accessible à tout le monde et un système de santé qu'on peut trouver partout, un système de santé de qualité, nous avons besoin de réfléchir. Mais de réfléchir ensemble. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui réfléchit. La science n'appartient pas à une ou deux personnes. L'intelligence n'appartient pas à une ou deux personnes. Il y a ici des gens qui sont présents, aussi, voire même plus intelligents que toutes les personnes qui sont à Djibouti. C'est pour ça que nous avons besoin de vous pour réfléchir à mieux avancer le système de santé. La santé n'appartient pas à une ou deux ou trois personnes. La santé appartient à tout le monde. Nous sommes tous bénéficiaires de la santé. Moi, je suis bénéficiaire de la santé. Vous, vous êtes bénéficiaire de la santé. Si demain vous êtes malade, vous allez vous soigner dans un centre de santé, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Mais pour avoir un système de santé qui est accessible, qui est de qualité et qu'on trouve partout, nous devons travailler ensemble. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Boris Johnson sauve son poste de Premier ministre. Il survit à un vote de défiance. Les députés conservateurs britanniques lui ont accordé hier leur confiance après un vote à la Chambre des communes. 2 ans et demi après sa victoire triomphante dans les urnes, le dirigeant de 57 ans, de plus en plus contesté, a encore démontré sa capacité à se sortir des situations les plus périlleuses. Mais il reste enlisé dans l'affaire du Partygate, les fêtes très arrosées organisées à Downing Street pendant les confinement, et le vote d'hier a montré les divisions profondes au sein du Parti conservateur. Il devrait laisser des traces. Sur les 359 députés conservateurs ayant voté, 211 se sont prononcés en faveur de l'ancienne maire de Londres contre 148 qui souhaitaient l'évincer, un groupe considérable de frondeurs susceptibles de paralyser l'action du gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes.